Salut, salut. Ah ouais, mais On est toi, en live. pile quand j'appuie sur ces trucs de merde. Ah mais attends, peut-être qu'on va peut-être lancer le live plutôt sur cette scène-là, ce serait mieux. Salut les gens, on bouffe en même temps, voilà. J'allais chercher une répartie, mais Ouais non, je peux pas. non, je l'attends. Elle Ah arrive. putain, j'ai rien préparé du live. Pas préparé les liens et tout. Bah, c'est pas grave. Ah d'habitude je fais semblant. Parce que pour une fois, il va parler plus que moi. Il a décidé de parler de trucs techniques. Alors ça c'est ce qu'il annonce au début. De gens. J'attends de voir qu'à la fin il va monopoliser la Je suis discussion. tellement bon quand j'ai pas à être le monsieur loyal, moi. Monsieur Loyal. Ah ouais. Là, tu sais, dans le cirque, Ouais. t'as quelqu'un qui fait finalement le fil rouge, Ah oui, ok. qui présente, qui est sérieux, machin. Tac. Et à côté, il y a les clowns et les gens qui rendent le truc un peu marrant. Non donc voilà, j'ai préparé. Bah, par contre j'ai préparé que 2 sujets. Hein. Bah, c'est bien. C'est déjà bien. Hein. On fera le vu de sujets et puis c'est bon. Hein. Ouais, on peut parler un tant soit peu de l'Allemagne. En rapide. Ouais, tu sais qu'on parle, on va regarder le vu et on Toujours verra faire- après. ouais, Parce oui, qu'on a c'est dit ça vrai. va en parler. Vas-y, Hein. balance le vu tout de suite. Bon, et bien sur ce, on se démarre très rapidement. Sinon, quoi de neuf depuis la semaine dernière Bah, une semaine de plus. Voilà, sur ces mots Tu absolument gagnes une incroyables. semaine d'expérience en plus. Ouais, de l'XP. Allez, c'est parti, le vu. Tous au salon, agriculteurs, visiteurs politiques, tout le monde s'y presse depuis ce matin. Accueil plus calme que l'an dernier pour Emmanuel Macron après l'adoption de la loi d'orientation. Oui, alors plus calme. C'est parti. Compliqué quand même de faire pire que l'année dernière, où il avait dû les se planquer dans les bureaux pour calmer les syndicats d'agriculteurs parce qu'ils voulaient le défoncer. Non, l'année dernière, c'était... Oui, mais après, nous a fait ce qu'il est habituel pour lui d'aller au contact des agriculteurs en colère pour les discuter avec lui. Il fait ça à chaque fois. Oui. Hein. Il va choper Non, mais quelques. Quand t'as dit, ça s'est mieux passé que l'année dernière. Ouais, Oui, ouais, c'est pas mais en grave. même temps, c'était compliqué de faire pire. Donc... Bah, il y a un an, c'était la grève des agriculteurs, je crois. Ah, c'était l'enfer. C'était juste avant les européennes, c'était la grève des agriculteurs, c'était le feu. C'était le feu. Et les agriculteurs sont bien mieux maintenant. Présentée comme une Mais tellement. En fait, surtout les élections sont passées, plus aucun syndicat. Les élections sont passées, plus aucun syndicat n'a d'intérêt à les stimuler, à les exciter tout le monde. réponse à la colère paysanne. Alors bon, que vous soyez... Ou que vous soyez... Salut Opette. Mais ouais, t'en as marre. Je sais. Ça imprègne ou pas? Vous comprenez l'urgence écologique dont on parle ou vous vous dites mais ils ne savent pas de quoi ils parlent? Alors, bien sûr qu'on comprend tout ça. Le souci, c'est que la Coordination biodiversité, l'ensauvagement de la campagne est en train de s'accélérer. On perd chaque année 30 000 hectares. C'est extrême droite, 30 000 hein, coordination hectares que rurale. l'on ne cultive plus parce qu'il n'y a plus de repreneurs. C'est une scène choquante filmée hier par la mère de Luc Besson. Sur la propriété du réalisateur français, un cerf agonise face à 2 chasseurs et leur meute de chiens. Malgré les cris de la femme âgée de 85 ans, les 2 chasseurs achèvent le cerf qui s'était réfugié dans ce jardin. Ils ont massacré l'animal devant ma Tu mâches. Oui. Écarte-toi un peu du micro. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. mère, à 3 mètres devant ma mère. C'est de la boucherie. Et honte à eux. Quel nom d'homme politique français. Et Besson, l'anagramme grand ami de- des femmes. Hein. Oui, en fait, alors, c'est aussi dramatique et la séquence est terrible. Hein. Mais on en parle que parce que c'est la mère de Luc Besson. Et parce que Luc Besson, on parle. Mais bon, Luc Besson, apparemment plus d'intérêt pour les animaux que pour les femmes. Farcir son boyau. Passe. D'accord. Quel nom d'homme politique français est l'anagramme de faire ça? Bah oui, François Bayrou, mais le Y est un peu cliché, mais la dinguerie. Farcir son boyau, c'est François Bayrou. La fin d'une cavale qui aura duré 9 mois. Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France, a été arrêté aujourd'hui en Roumanie. Est-ce que tu fais en Roumanie? Vacances? À New York, on peut voir la statue de la liberté, réponse 1, ou la statue de la sévérité, On va avoir des appels là. réponse 2. Le parquet national antiterroriste s'est rapidement saisi de l'affaire. Cet après-midi, une attaque au couteau a fait un mort à Mulhouse et 3 policiers municipaux ont été blessés.
L'homme s'appelle Brahim A, un Algérien de 37 ans. Condamné pour apologie du terrorisme après les massacres du 7 octobre, il a été incarcéré puis placé sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Selon le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place, les autorités françaises tentaient depuis plusieurs mois de renvoyer en Algérie cet homme dont les expertises avaient souligné la fragilité psychiatrique. Alors, on prend 2 minutes quand même. Donc, ce qu'il a fait, c'est affreux d'être condamné, tout ça. Sauf que le gars, quand même, moi j'ai entendu dire assez rapidement, Emmanuel Macron a annoncé que c'était un attentat terroriste. J'ai beau ne pas l'aimer, je me suis dit, bon, s'il le dit, c'est qu'il a quand même un peu de base. On parle quand même du président de la République. Eh ben non, c'est absolument pas un attentat terroriste, c'est un malade psychiatrique qui a pété un câble et qui a essayé de buter des gens. Et maintenant, donc le gars a tenu des propos qui sont condamnés, mais d'ailleurs condamné à quoi? Je sais même pas à quoi il a été condamné. Condamné à quelque chose? Quoi, j'en sais rien, il est sous OQTF. Alors, rappelle que être sous OQTF ne fait pas de toi un délinquant, hein. C'est juste... t'es censé quitter le territoire. C'est une question de régularisation, de statut. C'est un statut juridique, point. Ça ne fait pas de toi de quelqu'un de dangereux ou de quoi que ce soit. Et derrière, on nous dit, le mec est malade psychiatrique, et on va l'envoyer en Algérie. Et on s'étonne que le mec a fait a appelé à faire des attentats, et on se dit, ouais, les Algériens, ils sont d'accord pour le récupérer. Ah non, alors. Et en fait, on rentre encore une fois dans cette espèce de roue de hamster, où le but, ça veut dire, c'est la faute des Algériens, c'est la faute des Algériens, c'est la faute des Algériens, les OQTF, Algérie, alors qu'en fait, à un moment... Est-ce que ce mec, il a plus sa place en psychiatrie, peu importe le pays, en fait? J'allais rajouter un truc dans ton analyse, là, tu parles de l'Algérie, mais tu as aussi le fait que la France, enfin Macron a choisi son positionnement entre le Maroc et l'Algérie. Oui. Et que dans la question de l'attribution du Sahara occidental, qui est un truc compliqué, mais qui est quelque chose qui se bat entre le Maroc et l'Algérie qui veulent en revendiquer la possession. Et en fait, la France a toujours été neutre. Et là, la France, il y a quelques semaines, voire quelques mois... quelques mois maintenant. Ouais, par Macron, a soutenu finalement le Maroc dans sa revendication du Sahara occidental. Donc les relations avec le Maroc se sont un peu réchauffées, mais les relations avec l'Algérie est glaciale. Et dans les trucs d'OQTF, ça marche un peu dans les deux sens. Ça doit, à mon avis, être lié avec le fonds d'investissement, comment ça s'appelle, l'aide du fonds, un truc où... l'aide de développement, ouais. Donc je pense que tout ça, ça va être conditionné à ces attributions d'oseille-là, dont la question des OQTF et du renvoi au pays, quoi. Et de l'attribution de visa. Et je pense qu'avec l'Algérie, c'est chaud. Et ils ont dû dire, bah non, vos zinzins, là, vous les gardez. Vous les gardez. Moi, ce qui me pose encore un autre problème, c'est que c'est Retailleau qui fait des charges contre l'Algérie. Et j'avais pas notion que le ministère de l'Intérieur s'occupait des affaires extérieures. C'est aussi un problème. Je veux dire, à un moment, c'est pas le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui vient casser les couilles sur des relations, des relations diplomatiques, quoi. C'est... Ouais, mais quand tu mets en gros ministère régalien des gens un peu légers, ils sont marchés dessus. Là, tu as Darmanin, enfin Bayrou en 1. Derrière, tu as Darmanin, Rataillot qui pèse beaucoup médiatiquement et en termes de poids. Mais derrière, qu'est-ce qui manque? C'est les affaires étrangères. Oui. Parce que éducation, économie, en fait, c'est plus léger, quoi. Il a mis un loyal, un gros loyal aux affaires étrangères. Il a mis le Cornu. C'est le Cornu. Ah ouais, c'est le porte-flingue. Ouais. Le gars est loyal, mais s'il pèse pas, donc il peut pas. C'est pas son mot à dire. Mais ça pose problème parce que les intérêts de Retailleau, même pas Retailleau, les intérêts du ministre le ministre de l'Intérieur ne sont pas les intérêts du ministre des Affaires étrangères. Et normalement, c'est le Premier ministre qui est censé trancher, qui est censé donner le cap. Et encore, vu que c'est les Affaires étrangères, c'est même le président. Mais là, c'est le ministre des Affaires étrangères. Bah non. Oui, mais si t'as un conflit de. Ah oui, si t'as un conflit de. Ouais, c'est ça. Premier ministre. Il va y avoir un arbitrage. Premier ministre. C'est le Premier ministre. Et oui, mais après, c'est les Affaires étrangères. Et les Affaires étrangères, c'est aussi le précaré du président. Donc, en vrai, vu que c'est les Affaires étrangères, c'est le président qui tranche.
Oui, enfin, le gouvernement, normalement... Oui, séparation des pouvoirs, tout ça, bien sûr. Bien sûr. Bah, non, mais c'est beau, il y croit encore. Regardez cet homme. Mais non, mais c'est toi. Il y croit. Mais Il croit dans la démocratie. Mais c'est toi qui te trompes. Non. Séparation des pouvoirs. Oui. Le président et le gouvernement, c'est le même pouvoir. Tu confonds avec l'Assemblée. Non, oui alors. Ah, merci. Le président n'est pas censé faire partie de l'exécutif. Oui, mais ça reste quand même... Ah non, mais je te dis juste que normalement, sur le papier, c'est pas censé être l'exécutif, mais que c'est l'exécutif. Oui, mais la séparation, elle n'est pas entre le président et son exécutif. La séparation des pouvoirs, c'est entre les... Oui, mais en fait, il n'y a pas non plus de... Il y a des choses cheloues qui se passent des fois, en direct. Je le prends, l'appel. Ouais, vas-y, je vais meubler pendant ce temps-là, j'ai fini mon développement. Bon, bref, alors, ça tombe bien qu'il parte, parce que comme ça va permettre de vous dire à quel point il avait tort. Non, mais en fait, là où il avait raison, c'était que effectivement la séparation des pouvoirs, c'est entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Mais que dans notre système actuel, dire qu'il y a la séparation des pouvoirs est effectif, c'est faux, parce que normalement, le président ne fait que nommer le gouvernement et ça s'arrête là. Nomme le Premier ministre qui ensuite compose son gouvernement. C'est faux, il met les doigts dedans, il décide de tout, mais la particularité des affaires étrangères, c'est que le président de la République est responsable des relations diplomatiques et est chef des armées. Donc en fait, c'est deux ministères, les affaires étrangères et le ministère des armées, c'est deux ministères qui sont intimement liés au président de la République. Et quand on regarde les ministres notamment de la Défense, parce que les affaires étrangères, je ne m'en souviens plus, mais notamment de la Défense, les ministres qu'on a eus qui ont marqué, moi je trouve, ça reste notamment Le Drian et Le Cornu. Ils n'ont pas marqué parce qu'ils ont fait des choses incroyables, mais ils ont marqué parce qu'ils ont été d'un silence et qu'ils ont sans doute bossé pour faire ce que le président voulait, sans aller mettre en avant leur personnalité. Ce que Le Drian a aussi fait d'ailleurs aux affaires étrangères, typiquement. C'est des ministères où on envoie des gens qui sont loyaux au président et qui font exactement ce que le président demande, parce que, de toute façon, à la fin, c'est le président qui a le dernier mot. Donc voilà, Retailleau, encore des dingueries. Et ouais, sur cette histoire sur ce gars-là, voilà, c'est encore un... Je sais pas, là, peut-être que je me plante, hein, mais je sais pas si c'est vraiment un attentat ou si c'est malheureusement... un fait divers dramatique et sanglant, en fait. Parce que le gars, à la fin, il n'y a pas de... Même s'il y a des revendications, même s'il y a des revendications de l'ordre d'appel au terrorisme et autres, j'ai surtout l'impression que le gars, il était juste un psychotique qui n'était pas pris en charge, qui a décompensé et qui a fait de la merde. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas pris en charge décompensent et font de la merde. Mais j'ai du mal à ne pas voir le patient d'abord. Alors c'est peut-être aussi mon défaut c'est peut-être aussi mon prisme d'infirmier, hein. Mais moi je vois d'abord le patient qui a dérapé et qui a fait de la merde et qui a la ramasse. Bon, bah on verra, mais malheureusement je sens qu'on va rapidement nous gommer cet élément assez important quand même de la situation. C'est que le mec, c'est un malade de psychiatrie qui n'est pas traité, qui n'a pas traité et qui n'a pas de prise en charge correcte. C'est-à-dire que le mec est sous OQTF, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas s'en occuper correctement ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas censé avoir des soins de qualité, prendre en charge les gens sur le territoire, peu importe ce qu'il a commis? Je veux dire, les personnes qui sont en prison ont des soins qui sont censés être de qualité. Bon, il s'agit du milieu carcéral. Les soins ne sont pas de qualité parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires. Mais voilà, dans l'idéal, enfin même pas dans l'idéal, dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de l'État français, on est censé s'occuper de tout le monde. Donc bon, on verra bien ce que ça donne cette histoire. J'espère que ça va forcément prendre des proportions, mais j'espère que ça va pas trop en prendre non plus. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Voilà, bah exactement ce qu'on disait. Qui est-ce qu'on en a à foutre? Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Moi qui fais la loi, c'est clair. Les Écossais sont de retour à 5 mètres. C'est de la folie. Ça va y aller. Ça va y aller. Incroyable. Ils n'en peuvent plus, les Italiens. Je crois qu'ils se sont pris une grosse tôle, les Italiens. Gelon, il est là. L'essai en point. Ah ouais. Pour Pierre-Louis Barassi pour passer la barre des 70 points. Finn Russell a manqué les 2 transformations. Là, c'est pour eux. Une 5e Calcutta Cup en bord de touche. C'est parti pour Finn Russell. C'est marqué. Et l'Angleterre, comme face à la France, garde ce petit point d'avance. Elles étaient favorites, elles sont Bon, le sport, pas au câble. Les Françaises sont double championnes du monde du relais.
Félicitations. En Allemagne, les premiers résultats des législatives viennent de tomber. Et comme annoncé dans les sondages, les conservateurs sont en tête. Leur leader, Friedrich Merz, doit maintenant former un gouvernement. Il a exclu toute alliance avec l'extrême droite qui, arrivée en deuxième position, bat ce soir un nouveau record, au moins 19,5% des suffrages. Ouais, au final, ils ont fini à 20. Depuis l'après-guerre. L'opération a été détectée à Hambourg. Bon, je vais juste parler vite fait là, des élections. Bon, en gros, de mémoire, c'est 28 pour la CDU, donc la droite libérale allemande. 20 et des brouettes pour 20, tout juste 20 pour les fachos allemands. Et derrière, c'est l'effondrement avec les socialistes allemands qui sont dans les 16-17, je crois. Les écolos qui sont à 14, je crois. Et Die Linke, donc le parti plutôt gauche radicale, type insoumis communiste, en tout cas qui siège au groupe The Left à l'Union européenne, donc là où siégeaient avant les communistes, même s'ils n'ont plus de groupe, et avec les insoumis, eux ils ont gagné des voix. Ça, une fois de plus, la gauche radicale gagne des voix. Bon, parce je sais pas s'ils vont en parler, mais là-bas, faire des gouvernements, c'est pas instantané. C'est-à-dire que je crois que Merkel, son dernier gouvernement, elle avait mis 6 mois à le faire. Et le dernier gouvernement d'Olaf Scholz, donc le socialiste, ils avaient mis 3 mois. C'est pas anormal là-bas, ils sont habitués, il n'y a pas de mal. Donc, une fois de plus, on va entendre dire que ça met du temps, mais que c'est normal. Et on va avoir des éditorialistes français qui vont nous dire que tout est normal et qu'il n'y a pas de souci. Alors même qu'ils nous avaient dit que la France insoumise, qui met 3 semaines à décider d'un Premier ministre, c'était insupportable. Donc bon, déjà, il y a ce premier point qui, moi, me semble quand même assez important, non, mais qu'il faut noter. Et le deuxième point, c'est que Macron a félicité donc le mec de la CDU d'être le vainqueur de la soirée, alors que le mec a fait 28%, et que le NFP avait fait 33% des élus. Mais que là, on n'était pas les vainqueurs. Et on n'était pas des gagnants. Donc lui, à 20%, à 28%, c'est le gagnant de la soirée, mais nous, à 33%, on ne l'était pas. Donc voilà, ça n'a pas privé. J'ai vu passer sur Blue Sky que ça n'arrêtait pas de le tacler là-dessus. Bon, on s'en bat les couilles, c'est de la... Non pas que ce soit de l'esbrouf, parce que c'est sincère et c'est réel, mais ça a un côté un peu, bon, il s'en bat les couilles. Mais c'est triste, hein, parce que c'est une réalité. C'est la réalité du déni qu'il a eu à l'époque. Ça veut dire que dans d'autres pays, il peut reconnaître les élections quand ça l'arrange, quand c'est la droite qui gagne. Mais même si ça avait été le PS, il aurait félicité pareil. Hein. Mais quand c'est chez lui et que ça l'intéresse pas, qu'il veut pas, c'est vraiment dans le déni total des résultats, d'accepter les résultats. Donc on est là-dedans. Bon, fort heureusement, les fachos n'ont fait que 20%, donc c'est quand même moins que chez nous, faut quand même pas l'oublier. Chez nous, c'est 30%, c'est dans l'ordre des 28-30%. Et comme en France, le PS et les écolos se sont effondrés parce que quand on fait pas de la gauche radicale, quand le programme est tout mou et qu'on veut plaire à tout le monde, on fait monter l'extrême droite, on fait monter la droite et à la fin, ça finit mal. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais alors, en plus là-dessus, il y a de l'ingérence étrangère. Sympa ces élections. Hein. Par les services de sécurité intérieure. Il y a quelques jours, cette étrange vidéo est postée sur les réseaux et reprise des centaines de milliers de fois. On y voit de faux bulletins de vote par correspondance où le parti d'extrême droite ne figure pas. Mais il n'y a pas l'AfD sur la liste. De toute façon, on arrive dans une époque où la désinformation revient sur le devant de la scène. Dans le sens où, pendant très longtemps, l'information était une ressource précieuse. C'était l'État qui contrôlait l'information, qui distribuait l'information qu'il avait envie de donner. À ce titre, la désinformation étrangère était quand même plus compliquée parce que juste l'accès à l'information était extrêmement complexe. Mais ça n'empêchait pas, notamment pendant la guerre froide, d'avoir des journaux de propagande de l'URSS qui alimentaient un narratif autre que celui que le capitalisme voulait. Donc il y avait déjà à l'époque des narratifs qui s'affrontaient et une manière de présenter l'information qui pouvait être trompeuse, falsifiée et ainsi de suite. La presse libre n'est pas tant que... C'est quelque chose d'extrêmement fugace, d'extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de la démocratie, ça l'est un peu moins, mais c'est quand même... Vraiment, la presse libre, c'est quand même assez récent. Donc, c'était quelque chose de bénéfique.
On voit maintenant que l'accès à l'information étant tellement libre, et notamment via les réseaux sociaux, que forcément, des puissances étrangères font de la désinformation. Et en fait, c'est normal. Moi, je suis surpris qu'on se fasse les ingénus là-dessus. C'est normal. En fait, on est en guerre contre la Russie, au moins de manière idéologique, et qu'étant donné qu'on soutient l'Ukraine, c'est normal qu'ils cherchent à foutre le sbeul. Donc, je suis pas surpris. Maintenant, faut s'en méfier. Comment on fait ? C'est une des problématiques qu'on a, c'est comment on régule tout ça. Est-ce qu'on peut réguler ? Non, je ne suis pas vraiment convaincu. Ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation, ça veut dire qu'il faut investir sur l'éducation nationale, et une fois de plus, ils ne le font pas. Mais là où c'est, je trouve, nettement plus pervers, c'est qu'ils sont prêts à dénoncer les ingérences étrangères quand il s'agit de propager des fake news venues de la Russie, parce qu'on va nous dire que c'est la Russie. Hein. Mais c'est marrant comme ils sont incapables de le faire quand les fake news viennent de chez eux. Donc moi, je vous enjoins à regarder comment s'appelle l'émission Rhinocéros sur Blast, ou même tout ce que peut produire Arrêt sur Image, qui sont des émissions, là un média, donc Arrêt sur Image c'est un média fondé par Schneiderman, et Rhinocéros c'est par Lumi et Usul sur Blast, ça c'est juste une émission, mais qui traite en fait de critique média. Qu'est-ce que font les médias ? Comment les médias traitent l'information ? Quels sont les biais ? Et moi je suis assez marqué quand même par l'incapacité, le microcosme qui est toujours le même. Je veux dire, il y a absolument, entre les milliardaires et la télé publique, le prisme est toujours le même. Toujours le même. Et plus ça va, plus il se droitise. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour éviter ça, mais en tout cas, est-ce que ça c'est mon micro ? C'est possible ? Non, c'est bon. La question, elle est alors, pour moi, c'est comment on fait pour de nouveau avoir une information qui soit libre ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de précieux, l'information libre, la presse libre. Mais comment on fait pour avoir une presse libre quand l'État a décidé, mais n'a jamais vraiment lâché la main, sur le fait de décider quelles étaient les informations qui étaient pertinentes et qu'on devait avoir, et le prisme d'interprétation, et les milliardaires qui ont les mêmes, qui alors eux n'ont absolument aucun intérêt à la chose publique, et au contraire ont un intérêt à avancer leurs idées. Il faut réguler les médias, c'est évident. Déjà, ne serait-ce que la télé, et les médias publics, et les médias privés. Mais il y a aussi donc la question des réseaux sociaux. Comment on fait ? Est-ce qu'on laisse les réseaux sociaux libres de tout contrôle, peuvent tout faire, et ainsi de suite ? Moi, c'est dommage que Vincent soit pas là, j'aurais bien aimé en parler avec lui, mais les réseaux sociaux sont considérés comme un espace public, où ce que l'on dit fait partie de l'espace public. Donc si on dit un tel t'as buté ta femme et t'es qu'un connard, et que c'est faux, on peut être condamné pour diffamation. Donc c'est l'espace public. Si c'est l'espace public, pourquoi ce n'est pas l'État, via les forces de police, qui s'occupe d'enquêter et de condamner les gens qui se font de la merde ? Alors ça veut dire avoir des moyens colossaux, mais est-ce que c'est pas dans l'intérêt de la société française d'avoir l'État français qui prend en charge cet espace public ? Comme la rue, en fait, genre de la même manière que la rue. Alors ça pose le problème de l'État français qui contrôle un média, parce que c'est à la fois l'espace public, mais c'est aussi un média. Donc c'est quand même... Ces espaces sont quand même très complexes à manipuler. J'avoue que j'ai jamais regardé ce que propose le programme de l'AFI sur le sujet, mais étant donné que depuis que ces réseaux sociaux ont explosé, on est sur un modèle libéral capitaliste absolument total. Il n'y a aucune entrave. Les entraves qu'on a pu mettre en place depuis quelques années ne le sont que par volonté capitaliste. Alors, l'Union européenne, pendant un temps, a quand même une notion totalement différente des Américains de ce que c'est que les données personnelles. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les données personnelles, ça a une valeur marchande. C'est exactement comme un meuble. Ça nous appartient, mais au même titre qu'un meuble. Donc, on peut le vendre et le céder. En Europe, non. Les données personnelles sont des caractéristiques personnelles, et donc au même titre que la couleur de cheveux, les empreintes digitales, et ainsi de suite. Donc, sont nettement plus protégées. C'est quand même deux visions différentes. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais ça inclut une meilleure protection des données des citoyens européens. Au-delà de ça, c'est perçu comme un marché capitaliste, point. Avec du cash à se faire, des modèles économiques, et ainsi de suite. Il n'y a eu aucune réflexion sur... Moi, je trouve, il n'y a eu aucune réflexion sur le fait que ce soit des médias, qu'ils ont un impact et qu'on ferme les yeux. Alors que ce sont des médias, pour le coup, tous américains, avec de l'ingérence américaine. On va pas revenir sur Twitter. Et on laisse faire. On laisse faire, on dit rien. Et on va crier au scandale quand c'est les Chinois qui vont arriver avec leurs réseaux sociaux. On va les bloquer, on va les empêcher, TikTok et autres. Je ne comprends pas, ça m'inquiète parce que ces réseaux sont vite
font partie de la vie démocratique, mais sont biaisés. Et rien n'est fait pour les rendre moins biaisés et plus résistants, résilients à la désinformation. Donc, moi, c'est un truc qui me tracasse. Je sais pas, j'ai pas la solution. J'arrive pas à percevoir quelle serait la bonne manière, mais ça pose un vrai problème. C'est ce que j'aimais bien dans le système des notes de X, c'était de laisser la communauté traiter de traiter la désinformation. Mais je trouve que c'est pas assez efficace. Ça laisse quand même au final raconter de la merde. Et il y a plein de choses qui passent en soum-soum mais qu'on voit pas. Donc, mais j'aime bien l'idée collaborative en tout cas. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. À voir. Les fesses qui font bravo. Qu'est-ce que je Oh. ressens? Sur ces bulletins par correspondance, la case AFD est cochée, mais ils finissent à la broyeuse, suggérant ainsi une fraude électorale. Avoir les cassettes, Bon, ceci dit, c'est un peu grossier comme vidéo. Hein. les fesses qui jouent. Mais ça a son impact. Tambour et exactement. Faire de l'huile. Avoir peur, bien joué. Le ministère de l'Intérieur a estimé hier qu'il s'agit d'une opération pro-russe, une tentative d'interférer dans les élections comme en 2017 et 2021. Demain, cela fera... Les Russes, comme les Américains, sont des nations impérialistes et ont comme vocation à avoir un impact sur les autres pays. Comme et on va pas se mentir, la France, c'est pareil en Afrique. Hein. La France a, dans son logiciel actuel, la volonté d'impacter, de décider, d'orienter les élections dans les autres pays. Sauf que quand nous on le fait en Afrique, ça pose pas de problème. Quand eux le font chez nous, forcément que ça gueule. Mais bon, il faudra peut-être se poser aussi poser des questions sur notre impérialisme et notre rapport à ça. 3 ans que la Russie a lancé l'invasion de l'Ukraine. 3 ans que les Ukrainiens résistent au prix de lourdes pertes humaines, plusieurs dizaines de milliers de morts, 6 millions de réfugiés, des destructions massives et l'occupation de près de 20% de son territoire. S'il s'agit de quitter mon poste pour avoir la paix en Ukraine, je suis prêt à le faire. Je peux aussi le faire contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je le ferai immédiatement, sans avoir à en discuter longuement. Je me concentre sur la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et non dans 20 ans. Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pendant des décennies. La paix, c'est mon objectif et mon rêve. Ce gars n'est sûrement pas net, il est sûrement pas parfait, personne n'est jamais blanc. Mais n'empêche qu'au début de la guerre, il y a 3 ans, il aurait pu fuir le Kiev et à ce moment-là, probablement que l'Ukraine serait tombée. Mais il a préféré rester, quitte à se faire buter par les Russes, parce que les Russes avaient envoyé un commando pour le buter. Hein. C'est que parce que les Américains ont réussi à prévenir, et il y a eu une information qui a été chopée, pas de manière hasardeuse, mais il y a eu une info qui a été topée et qui a laissé le temps aux Ukrainiens de se préparer, et c'est genre une erreur des Russes d'avoir laissé passer une information, genre des hélicoptères qui sont passés, qui ont été vus alors qu'ils pensaient ne pas être vus. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose que Zelensky se fasse pas descendre. Donc ce gars, malgré tout ce qu'il peut avoir, quand même il a eu les couilles de rester. Maintenant, il y a sûrement des choses qui se passent pas bien, il y a plein de choses qui vont pas. Je sais que par exemple, alors c'est la guerre, c'est compliqué, mais il n'y a aucune remise en question de ce qui s'est passé à l'époque, au tout début de la guerre, quand il y a eu des villes entières qui sont tombées, quand ça a merdé. Même là, récemment, je sais que dans certains coins, ça se passe pas bien. Il n'y a aucune remise en question, aucune réflexion sur ce qui se passe. Moi, je conseille vraiment Cédric Mas sur les réseaux. Alors, il a quitté Twitter, mais au moins sur Blue Sky et sur Mastodon, je crois. Je sais pas si Mastodon il continue, mais sur Blue Sky, il y est. C'est hyper intéressant. Donc, le mec est avocat et à la fois, il bosse aussi beaucoup sur l'histoire militaire. C'est très intéressant parce que, alors, tout le monde a un biais. Hein, il est, je pense, plutôt pro-ukrainien, mais il a un regard critique sur les choix stratégiques des Ukrainiens. Donc je trouve ça toujours très intéressant ce qu'il peut publier et analyser et apporter comme éclairage. Il y en a d'autres qui font ça, mais qui sont beaucoup plus engagés pro-ukrainiens, en étant un peu même... ont un avis biaisé et qui participent, et même qui le disent, qui participent à la guerre informationnelle. Pour les Ukrainiens cette fois-ci. Mais eux le disent parce qu'en face, il y a aussi une guerre informationnelle russe et qu'il ne faut pas non plus tomber dans le panneau. Et voilà, mais... Bon voilà, en tout cas Cédric Ma, très intéressant sur ce qu'il propose. Moi j'adore lire ce qu'il dit. À chaque fois, je suis toujours dans l'attente de ce qu'il va proposer comme explication parce que il y a quand même des merdes du côté ukrainien et les gommer, ce serait un peu... C'est hypocrite. Dans ce monde aujourd'hui, étrange et dangereux, comment faire C'est sa chanson pour être heureux? qu'elle a composée. On dirait que la guerre seule est immortelle. Le grand oiseau du monde a de la mort dans l'aile.
5 nouveaux otages israéliens ont été libérés ce matin. Un 6e doit l'être dans la journée en échange de quelques 600 détenus palestiniens. Le corps de Shiri Bibas, tué avec ses 2 enfants en captivité, a finalement bien été remis aux autorités israéliennes. Ça, c'était une dinguerie de la semaine dernière. Alors, j'ai pas trop suivi, mais il était question que le Hamas avait livré un corps qui n'était pas celui de cette femme. Alors, j'en sais rien, parce qu'apparemment, c'était pas son corps, mais en fait, après, j'ai entendu dire que c'était son corps, et là, apparemment, finalement, où ils ont peut-être livré ensuite son corps. J'arrive. Qui croire, c'est quand même complexe, hein, parce que. Il faut savoir que dans la bande de Gaza, il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi des groupes liés à l'État islamique, et que le Hamas n'a pas la main sur tout. Donc, compliqué de savoir, c'est la propagande des uns, la propagande des autres, vraiment source d'emmerde. Mais de ce que j'ai compris, par contre, les 600 otages qui devaient libérer, ils ne l'ont pas fait. Les Israéliens n'ont plus rien à foutre. Trump leur a dit, allez-y, faites ce que vous voulez maintenant, à mon avis. Il n'y aura plus de libération d'otages palestiniens. À la lumière des violations répétées du Hamas, notamment les cérémonies humiliantes qui déshonorent nos otages, il a été décidé de retarder la libération des terroristes. Voilà, il en a plus rien à foutre. Devenir les enfants amoureux. Comment faire pour être heureux? Bon bah voilà, vu comme d'hab complet. Bon, Vincent, on va pas revenir tout de suite, il est en discussion. Mais donc du coup, moi je suis quand même... sur l'AfD, l'extrême droite et la Russie, toute cette frange autoritaire qui prend du poids, qui avance, ça se fait sur la pauvreté des gens, et que ça, on pourra nous dire il faut faire les unions, il faut absolument faire l'union, et c'est comme ça, il faut faire des politiques de centre mou pour pouvoir être accepté. Non, de toute façon, le capitalisme ne nous acceptera jamais, parce que son objectif, c'est juste de se faire du blé. Et on aura beau proposer toutes les solutions au monde, étant donné que lui, ce qu'il veut, c'est juste continuer à faire son cash, il sera prêt à tout pour y arriver, notamment passer par l'extrême droite. Et donc, on en arrive à, justement, c'est une très belle transition sur le sujet que j'avais préparé, le sujet suivant. On va changer de scène. Tac. Voilà. Donc ça, c'est sûr... Oula, non, alors ça, c'est pour les 400 journalistes. On va descendre, on va accepter, bien entendu. C'est... L'économie de guerre est déjà une réalité, il faut monter en puissance. Et dans cet article, on apprend que Macron réenvisage, il avait déjà évoqué il y a 1 an pendant les européennes, je crois, ou juste avant, le fait d'utiliser le livret A et l'épargne des Français pour financer l'industrie de guerre. Bon, au-delà de l'élément de com qu'il s'agit de dire il faut financer l'industrie, la guerre, tout ça, alors que, en fait, il n'y a pas de pognon. On a vu qu'ils ont fait des coupes de bâtards dans tous les domaines, sauf l'armée. Bon, on voit bien qu'il va bien falloir trouver, s'ils veulent absolument s'ils veulent lancer l'économie de guerre et y mettre plus d'énergie, il va bien falloir trouver du pognon quelque part. Et donc, ils sont prêts à utiliser l'épargne des Français. Il faut savoir que le livret A, il sert à financer des choses qui sont quand même pas trop mal. Alors, c'est le gouvernement qui a la main pour orienter, mais l'idée, c'est quand même faire dans le développement du social. La grosse majorité de l'argent, si je me souviens bien, va au développement des logements. Ça va faire le logement social. Et donc là, on nous annonce tranquillement que plutôt que de développer l'économie sociale et les logements sociaux, on va plutôt développer des bombes. Donc il y a quand même un problème sur ce truc-là. C'est-à-dire que, est-ce que la France a plus besoin de missiles, de bombes et de canons, et de munitions, et de flingues, et de fusils, que de logements sociaux ? Tout dépend ce qu'on veut. Et c'est là où je reboot sur ce qui s'est dit juste avant. Le capitalisme n'en a rien à foutre de l'idéologie qui va diriger le pays tant que le capitalisme peut continuer de fonctionner. Or, l'industrie de guerre est une manière formidable de faire du pognon. Parce qu'un missile, une bombe ou un gilet pare-balles, une fois qu'il est utilisé, on le fout à la poubelle, on en a besoin d'un nouveau. Et donc, ça permet d'avoir un investissement énorme et une rentabilité énorme et un usage monumental du pognon, et donc de faire circuler de l'argent à travers des produits qui sont à usage unique. C'est génial. Alors que le logement social, c'est chiant, bordel de merde. Une fois qu'il est construit, il reste. C'est quand même sacrément con. Et en plus, ça participe même pas à l'économie capitalistique, ou très peu. Beaucoup moins que des bombes. Donc, c'est vraiment l'usage capitalistique classique est vraiment le truc le plus comment dire, j'ai pas le mot, mais le truc le plus cliché des années du 19e, 20e siècle, d'avant les grandes guerres,
de vraiment cette industrie de guerre qui était... Toutes les industries de guerre de toute l'Europe étaient d'accord de pousser toute l'Europe dans la guerre parce qu'ils savaient que ça allait augmenter leurs bénéfices. Peu importe les millions de morts qu'il allait avoir, ils en avaient rien à foutre. Peu importe l'idéologie du gouvernement, peu importe les justifications de la guerre. Mais une fois que l'économie de guerre sera en place, il va bien falloir les écouler, toutes ces munitions et tous ces trucs. Donc il va falloir pousser à la guerre. C'est évident. Donc, moi, ça me fait flipper de me dire qu'on préfère développer des usines d'armement plutôt que du logement social. Et le logement, si en plus... Ah oui, voilà, donc pourquoi est-ce que je parlais de ça et d'idéologie ? C'est que la pauvreté, les extrêmes droites ne font que grimper avec l'appui sur la pauvreté. Et l'appui des puissances capitalistes qui n'en ont rien à foutre de l'idéologie. Eux veulent juste que leur business continue, donc pousseront ce qui sera nécessaire lorsque eux restent en place. Et les extrêmes droites grimpant sur la pauvreté, diminuer l'investissement dans le logement HLM, mais ça va encore plus précariser les gens. On a un problème de logement partout en France, sauf dans les zones rurales, mais alors dans toutes les villes, c'est une catastrophe. À Lorient, à Paris, Rennes, Marseille, Quimper, Brest, partout. Et au moment où on a un problème de logement, alors à la fois de place, de logement, quand on voit sur Lorient, je ne sais plus combien de dossiers en attente pour rentrer en HLM, c'est une catastrophe, c'est plus d'1 an qu'il faut attendre, mais en qualité de logement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des logements, il ne s'agit pas juste d'avoir un toit. C'est-à-dire qu'on galère à avoir pendant 1 an et demi un logement social, pour qu'à la fin, on rentre enfin dedans, en mode « c'est bon, trop cool ». Et là, régularisation de charges, bonjour, vous nous devez 1 300 €. Comment on peut dire aux gens qui sont déjà dans des situations de précarité assez importantes, pas forcément importantes, mais qui sont dans des situations de précarité, parce que pour avoir accès à un logement HLM maintenant, il faut quand même être dans une situation quand même vraiment assez emmerdante. On va dire à ces gens-là qu'au vu de contexte international, et notamment des guerres, comme par hasard, le prix de l'énergie a renchéri, et donc ils vont devoir payer encore plus cher. On va mettre des gens dans la merde, encore une fois. Donc, il ne s'agit pas que de place, que de logement, parce que ça, le logement, c'est vital d'avoir un logement près de son travail, pouvoir vivre là où on bosse et pouvoir vivre là où on a envie de vivre, c'est quand même c'est hyper important. Mais il faut que ce soit aussi des logements de qualité, que ce ne soit pas des frigos l'hiver et des fours l'été, et que si possible, on puisse aussi vivre sans entendre les voisins tirer la chasse d'eau et s'engueuler et baiser. Donc, vouloir absolument détourner l'argent des logements sociaux pour les envoyer vers la guerre, c'est vraiment faire le jeu des extrêmes droites. Parce que qu'est-ce qui va stimuler les montées en tension entre les pays ? Ça va être le nationalisme. Et donc pousser la pauvreté des gens, ce qui va faire monter l'extrême droite. Et la montée de l'extrême droite va faire monter le nationalisme. On va se retrouver avec des guerres. Et j'ai vraiment pas envie que ni moi ni mes gosses on aille à la guerre. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce que, rappelle que la Première Guerre mondiale, les industries de l'armement étaient très contentes. C'était super. Les usines pouvaient continuer à tourner à pleine balle. Et on envoyait des canons, on envoyait des munitions. C'était le feu. Ils se sont fait du blé, ces espèces de fils de pute. Donc, moi, ça me terrifie d'entendre des discours d'appel à l'industrialisation de la guerre. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas rester impuissant. Il ne faut pas rester... je veux dire, une nation ne peut survivre que parce qu'elle a une puissance militaire qui peut la défendre. Et ça, oui, on est d'accord. Mais une puissance militaire ne se construit pas que sur de l'armement. Ça se construit sur des relations diplomatiques, sur des engagements de réciprocité, de défense, sur du matériel, bien sûr. Mais il ne faut pas... on a une industrie de la guerre qui fonctionne quand même relativement bien. Et je dis pas fabriquer des bateaux, par exemple. Ça peut avoir du sens. Ça a du sens, fabriquer des bateaux, fabriquer même des tanks, encore à la limite. Des gros équipements qui durent sur 20, 30, 40, 50 ans. Pourquoi pas ? On est sur de l'investissement militaire intéressant. On est sur l'investissement militaire, intéressant à voir, mais on est sur de l'investissement militaire. Si c'est pour aller faire des usines de bombes, bah c'est super, parce qu'une fois que tu as rempli des entrepôts de bombes, va bien falloir en foutre quelque chose. Alors qu'au moins ton bateau, une fois qu'il est à la mer, bon, bah il peut faire des trucs. Même s'il tire pas, c'est pas inconsommable quoi le bateau. Donc moi ça m'inquiète vraiment, parce que j'ai pas la notion qu'il s'agisse d'augmenter les chantiers navals. Oh, c'est dommage que Vincent soit pas là. Bon bref, c'est dommage que j'ai pas notion qu'il s'agisse d'augmenter considérablement le carnet de commandes du port de Lorient ou des autres ports de Naval Group. Donc moi j'ai bien peur que ce soit pour faire des canons et des munitions. Et à ce moment-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ils vont se targuer de dire oui, regardez, on a réindustrialisé, c'est super, on a construit tant d'usines.
Mais ça n'ira pas améliorer la vie des gens. Ça ira améliorer la sécurité et l'économie des bourgeois et de l'ordre capitaliste. Et ça me terrifie. Ça me terrifie d'autant plus qu'à côté de ça, et on va aborder le deuxième sujet que j'avais préparé, c'est le sujet de la réindustrialisation. Depuis des années, on nous dit oui, on va réindustrialiser. Oui, super, pour faire quoi? Donc si c'est pour faire des canons, en fait, est-ce qu'on pourrait démocratiquement en parler? Ou alors on pourrait dire, ah ouais, pour faire des médicaments. Ah ouais, super, on va réindustrialiser des médicaments. Bonne idée sur le papier, se dire, waouh, super, en France, on a vu au moment du Covid que la capacité de produire nos vaccins, de produire, qu'on n'a pas d'ailleurs, qui n'ont jamais été faits parce que nos labos sont catastrophiques, dont sous-investis dans le recherche et développement. Mais s'il s'agit de produire des médicaments, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était nécessaire d'avoir sur notre territoire la production de médicaments, c'est bien, c'est super. Mais ils ont réindustrialisé quels médicaments? Ils ont réindustrialisé le Doliprane. Et on se retrouve, alors je ne sais pas si les gens se souviennent, mais au moment juste avant l'hiver, au moment de l'automne, on a commencé à avoir des alertes sur les antibiotiques pédiatriques. On était en pénurie ou en tension plus d'antibiotiques pédiatriques. Mais on avait réindustrialisé le Doliprane, vous inquiétez pas. Hein. Mais ça ne s'arrête pas, en fait, ces tensions. Là, maintenant, c'est la psychiatrie. Alors, est-ce qu'on est surpris? Non. Mais on parle de médicaments, là, en l'occurrence, de la kétiapine. Kétiapine, qui est un antipsychotique, qui est utilisé dans le cadre des troubles psychotiques, mais pas que. Notamment chez les personnes âgées, je sais qu'il est utilisé pour apaiser des gens. Alors, est-ce que c'est des patients psychotiques? Peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est un médicament qui est énormément utilisé chez les patients bipolaires, chez les patients psychotiques. Enfin, il est bien utilisé, mais on a plusieurs patients qui en ont. Et là, on apprend qu'il est en tension. Mais quand je dis en tension, c'est qu'il est quasiment en rupture. Il y a des endroits où il n'y en a plus. Et donc, l'article de Mediapart qui traite de ce sujet-là, il fait quand même état d'une patiente qui était bipolaire, qui en chiait, qui avait une vie qui était compliquée, qui, depuis qu'elle prend sa kétiapine, depuis 15 ans, elle était équilibrée, elle avait de nouveau une vie de famille, elle avait ses enfants, elle pouvait s'occuper d'eux, elle était bien. Et là, maintenant, parce que c'est la merde, elle est obligée de diminuer sa dose de médicaments. Donc, je sais pas combien ils disent, mais en gros, elle était peut-être à 200, elle est passée à 150, elle passe à 100, avec l'accord de son médecin. Mais elle, l'angoisse dans laquelle ça la met, de se dire qu'elle pourrait rechuter, parce que la bipolarité, c'est de la merde. C'est des moments d'exaltation qui sont absolument incroyables et des moments de dépression qui sont catastrophiques. Et les moments d'exaltation, on peut mettre les gens en danger aussi. Son entourage en danger. Donc, parce qu'on a préféré réindustrialiser comme de la merde, à pouvoir dire juste cocorico, on a réindustrialisé du Doliprane, on a été incapable d'investir pour vraiment mettre des produits de première nécessité en termes de médicaments. Moi, je trouve ça hallucinant qu'en France... Alors, c'est bien, on a fait une liste. Hein. Il y a une liste, genre, je sais plus comment c'est la NSN, donc l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qui fait une liste, qui a établi, ou c'est le Parlement, mais je sais plus, qui a établi une liste des médicaments qui sont vitaux pour la nation. Super. Ah bah, c'est bien, parce que jusqu'il y a encore 3-4 ans, ça n'existait pas. Hein. Et sur cette liste, il est défini, il y a une surveillance de la NSM sur l'état des stocks. C'est super. On a un état des stocks. Super. Et puis j'imagine que quand c'est vraiment la merde, ils font peut-être un petit effort. Mais j'ai pas notion qu'on nous ait annoncé l'installation d'usines en France, ou au moins en Europe, ou la sécurisation de filières, ou quoi que ce soit. Non, on a le droit de communiquer, genre c'est bon, les antibiotiques on en a récupéré à la fin du mois, ce sera bon. Voilà. Ah, attention, la kétiapine, c'est la merde, on est en rupture, faites attention. Et il n'y a rien de proposé, il n'y a aucune solution de proposée. Et la kétiapine, on ne peut pas la remplacer. Il n'y a pas de... La kétiapine, il n'y en a pas. Soit on en a, soit on n'en a pas. Et trouver des compléments, c'est un enfer. Parce qu'en psychiatrie, changer la molécule, c'est repasser par des périodes d'instabilité extrêmement compliquées pour les patients. Et donc, on en revient à cette problématique de la réindustrialisation. Réindustrialiser, oui, mais pour faire quoi? Parce que réindustrialiser pour faire du Doliprane, c'est de la merde. Parce que tout aussi cool que ce soit le Doliprane, une nation qui vit sans Doliprane, c'est pas la fin de la vie. C'est pas grave. On peut vivre sans Doliprane. Genre vraiment, il n'y a aucun patient qui va mourir parce qu'il n'a pas de Doliprane. Par contre, vivre sans kétiapine, vivre sans cardégique, vivre sans augmentin, c'est des morts. À un moment, ce sont des morts. Et moi, je suis absolument abasourdi par le silence qu'il y a autour de ça, sur comment on traite ça. Comment on va vers ça? Et je suis pas... Alors, il y a d'autres problématiques, du rapport notamment aux médicaments, à la fait qu'en psychiatrie, tout se passe par le médicament. C'est des choses dont on peut discuter, mais qui d'ailleurs, rien n'est mis en place non plus pour sortir de ce modèle du tout médicament. Hein. C'est encore une autre dinguerie. Donc ça, par contre,
comme c'est pas très rentable, parce que la sécurité sociale, ça lui coûte cher et que il faut toujours baisser les coûts, et on est en train de se faire baiser. Donc moi, je suis absolument flippé de cet approvisionnement médicaments. C'est pas la première fois. Je crois pas qu'on en avait parlé avant l'hiver. Je crois que le live n'était pas commencé, où on n'avait pas abordé le sujet. Mais moi, ça me fait flipper ces histoires de médicaments, parce que même je vois, il y a un autre médicament, c'est la calciparine. La calciparine, c'est un anticoagulant qui est surtout utilisé pour les patients qui ont des troubles rénaux. Super, il n'y aura plus de calciparine injectable en seringue préfaite. Alors, c'est pas très utilisé, mais ça sert énormément pour certains patients, et notamment à l'hôpital. Il n'y en aura plus. Comment ils vont faire les patients qui sont insuffisants rénaux et qu'on va devoir anticoaguler? J'en sais rien. Et ça, c'est des problèmes de santé. Hein. On parle pas de confort, on parle pas de Doliprane. Hein. On parle de mort, de gens qui peuvent faire des embolies. Et des phlébites. Donc voilà, c'était des sujets pas très réjouissants ce soir. J'ai rien prévu d'autre. Vincent n'étant pas là, je vais pas non plus éterniser outre mesure, parce que j'ai rien de plus à dire. Ça sera une émission extrêmement courte ce soir, mais pleine de fond pour une fois, parce que Vincent n'étant pas là, on a gagné du temps, on a évité toutes les parties où il raconte de la merde, et on a évité de la solférinologie, du PSologie, écolologie et tout ça, parce qu'en vrai, moi, ça m'intéresse quand même de moins en moins, étant donné que c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je peux raconter? Non, voilà, c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!